Notre rendez-vous mensuel avec le collège de Raon-l'Étape. Aujourd'hui, l'histoire est à l'honneur, notamment en scène de la Première Guerre mondiale sur le site de la Chaplotte. Pascal et les élèves de 3e A ont visité le site et viennent témoigner. Bonjour. 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 Pascal, comment s'est passée cette journée? Comment elle s'est mise en place? Alors, l'histoire de la Première Guerre mondiale est au programme de la classe de 3e. Et il se trouve que nous avons près de Raon-l'Étape un site assez méconnu de la Première Guerre mondiale où se sont déroulées une guerre particulière qui s'appelle la guerre des mines, une forme de guerre souterraine. Et donc grâce à l'association qui s'appelle Guerre en Vosges, qui sont des passionnés d'histoire, donc nous avons eu la possibilité de visiter le site. Et en même temps, l'après-midi, de pouvoir visiter aussi le musée qui est consacré au site de la Chaplotte. C'est quelque chose que vous faites régulièrement avec les classes ou c'est une première? Alors non, j'ai envie de dire que c'est un partenariat qui date depuis de nombreuses années, parce que c'est une association qui sait passionner les élèves, surtout en parlant de l'histoire locale, familière, souvent méconnue. Je crois que la plus-value, c'est d'avoir un site où on peut ressentir un peu l'atmosphère, c'est ça? Exactement. Ouais. Exactement. Alors, autour de la table, donc Léa, Benjamin, Johan et Mathéo. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette visite? Par exemple, le champ de bataille de la Chaplotte, vous connaissiez avant de visiter ce site? Ouais, moi, je ne savais pas que, comme je pense que presque tous les autres, que le site il existait en fait. Moi, j'avais juste quelques bases, mais pas plus. Sinon, ça s'est bien passé. Moi, j'étais juste au courant qu'il y avait des tranchées. Moi, j'ai très bien aimé la visite. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que tu as bien aimé la visite? Surtout de regarder le côté allemand et de visiter les tranchées et les structures qui restent encore. Ouais. Je sais pas quoi répondre. Qui vous a fait visiter le site? Monsieur Bouzneau, qui est le président de l'association Guerre en Vosges, qui nous a fait montrer dès le matin le site, qu'est-ce qui s'est passé, l'histoire. Donc on a eu quand même assez le temps de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et vous avez aussi pu comprendre du coup comment étaient situés chacun, les Allemands, les Français, en face à face. Oui. Ouais. Oui. Non. Les soldats français, vous avez appris quoi sur les soldats français à l'occasion de cette visite? Qu'on a appris qu'ils sont un peu dans des... ils sont... Comment expliquer? Pas un peu... C'était pas forcément des gens du coin, quoi. Ouais, c'était d'autres régions qui venaient pour défendre ce territoire qui est moins important. On envoyait les personnes vers 40 ans là-bas et on envoyait comme dans des grosses batailles les personnes qui sont plus jeunes, vers 23 ans ou plus. Oui. C'est que surtout du côté des Français, on voyait des trous d'obus, des trous de mines, des tranchées et des boyaux, des canas là où que les soldats français habitaient. Cagnards. Des cagnards. Là où que les soldats français ils dormaient, ils se restauraient. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut voir à la Chaplotte? Parce que finalement on parle d'un côté français, d'un côté allemand. Est-ce qu'on voit la même chose? Du côté allemand? Des deux côtés, est-ce qu'on voit la même chose? Non, du côté allemand, on voit... Alors, côté allemand, il y a aussi des tranchées. Il y a des entrées de galeries, des blocos en béton. Il y a aussi un hôpital, une chapelle. Et puis c'est tout. Et finalement, quand on voit que côté français, il y a plus de trous d'obus, plus d'explosions, ça veut dire que quelque part, ils ont plus subi que les Allemands. Ils ont plus subi. Ouais.
Pas trop en fait. Ok, c'est vrai qu'ils se sont fait un peu tirer dessus avec l'artillerie, mais on n'a pas quand même, on n'a pas les preuves formelles que ça en a touché des soldats qui sont là-bas. Peut-être c'est juste passé à côté. Donc ça, on ne sait pas si les soldats français ici ont plus pris cher que les soldats allemands. On ne sait pas. Peut-être peut-être là on a quelques-uns qui sont morts ou des milliers. Ça on ne sait pas. Alors, on estime qu'il y a eu 4000 morts sur le site de la Chaplotte. On compte à peu près 2000 morts français et 2000 morts allemands. Ouais, oui, voilà, tout le monde a la même enseigne sur ce coup-là. Et vous en parlez de la guerre des mines. Oui, nous avons... Oui. Alors, c'est quoi la guerre des mines? La guerre des mines, c'est vu que les Allemands étaient au-dessus sur la crête, les Français ont décidé de faire un plan. C'est de creuser des galeries, poser des mines et de faire exploser les mines par en dessous. Et ça a duré ça pendant 35 mètres jusqu'à avoir des gaz toxiques. Après, non. Désolé. Mais... Pas trop d'accord. C'est juste... Tu t'es un peu confus. En fait, c'est à 35 mètres qu'ils ont compris que ça n'avait plus aucun effet à la surface, mais ils ont quand même continué jusqu'à 80 mètres. Et c'est là qu'il y a eu des petits problèmes. Ce qui est faux, c'est quand même se dire qu'ils ont creusé tout ça à la main, quoi. À la main et quelques machines, mais c'est quand même... marteau-piqueur. Ouais. Ça les a bien aidés, sinon... C'est-à-dire qu'ils nous ont fait un beau gruyère là-haut, quoi. Et encore que je pense qu'ils vous ont dit que tout n'est pas exploité, tout n'est pas visitable encore. Là, des endroits qui sont assez... soit des risques d'effondrement, soit qu'on peut pas y aller parce que il fait trop noir ou sinon on va se perdre. Bah oui. Ou soit il reste encore des matériels du champ de bataille qui restent encore, vu que c'est pas été encore exploré qu'à certains endroits, donc il ne vaut pas y aller sans un guide. Peut-être pas chaque année, mais régulièrement, à l'occasion de visites, de cueillettes de champignons, des choses assez anodines, on tombe sur des fois, encore cette année, c'est arrivé, sur des munitions. Encore le 14 septembre, un boucheron a quand même trouvé un sacré obus sur Vosges-Matin. Ouais. C'est clair, il y a encore beaucoup de choses là-haut. Alors moi j'ai appris pour l'anecdote qu'on avait beaucoup de châtaigniers dans le site grâce aux Corses qui étaient justement présents pendant la guerre et qui avaient ramené des marrons, des châtaignes de la Corse. Quand même assez étonnant, c'est un témoignage, un héritage assez insolite pour le coup. Mais voilà, j'ai appris ça aussi récemment. Vous êtes allé voir l'après-midi le musée, alors il se situe où ce musée, on y voit quoi? Il se situe à Celles-sur-Plaine et tout ce qu'on a vu dans le musée, on a fait un atelier, on essayait les uniformes et les équipements. On a aussi tenu du poilu et du paquetage. C'est un sac qui pèse environ 30-40 kilos. Ouais. Et en deuxième, on a été voir les maquettes sur le site, l'armement de la guerre dans les Hauts-de-Vosges. Et on a vu une courte durée de vidéo de chiens de traîneau vers le Canada pendant la guerre. Entre ce qu'on voit à la télé, on en a vu des films de guerre, est-ce que vous voyez là réellement qu'est-ce qui vous a marqué? Moi, qu'est-ce qui m'a marqué, c'est un peu la différence la différence de puissance. Comme d'un côté, les Français, armes basiques et tout, et avec juste des petites tranchées avec des petites palettes en bois. Et de l'autre côté, on voit les Allemands avec des blocos en béton. On voit la grosse différence. La différence de technique. Ouais, et aussi la différence d'armes. Il y en a ils avaient déjà eu des mitrailleuses lourdes et des vraies grenades. Vous avez fait une visite, mais vous avez aussi participé à des ateliers, c'est ça? Oui, on avait fait 2 ateliers. Un atelier qui était, comme monsieur Benjamin, mon collègue, a dit, partie là où il y avait les uniformes, etc., comme les armes, etc., même les tranchées. Le deuxième, je sais plus qu'est-ce que c'était, mais je me souviens que j'étais dans le premier groupe et une personne dans le groupe devait porter un uniforme de poilu français.
Il était comment cet uniforme français, vous en pensez quoi? Ouais. La cape bleue, le chapeau, je crois, rouge, pantalon bleu aussi. Oui. Le chapeau, j'appelle pas ça un chapeau, mais un képi. Voilà, je me suis trompée avec Bleu. Bleu ciel, ouais. Assez clair. bleu marin. Et du coup, en général, entre la visite du site et la visite du musée, vous ressortez, vous en pensez quoi de cette journée en général et la vision que vous avez de la Première Guerre? Pour moi, c'est la vraie. Comment dire? La vraie différence pour moi qui m'a un peu choqué. Parce qu'on voit on voit les dégâts, ils sont toujours là. On arrive un peu à ressentir ce que les soldats avaient ressenti avant. Donc, en plus, on n'imagine même pas s'il pleuvait et tout ça. Oui, les conditions météo étaient un peu plus rudes qu'aujourd'hui. Ça devait être l'enfer. Ouais, exactement. Ouais, c'est une bonne conclusion. Ça devait être l'enfer. Voilà, donc on va passer à un autre groupe d'élèves. Merci de votre témoignage et d'avoir pu expliquer aux autres élèves ce que vous avez vu. Merci. Deuxième partie de notre rendez-vous mensuel avec le collège de Raon-l'État. Aujourd'hui, l'histoire est à l'honneur. Vous l'avez compris, on parle du site de la Chaplotte, on parle de la vie aussi, du témoignage de la Première Guerre mondiale, la vie dans les tranchées. Elena, vous êtes accompagnée de vos élèves également. Vous avez découpé ça un peu comment vous avez vu les choses? Alors nous, on n'a pas fait la visite que nos autres élèves avaient faite. Et notre travail en français consistait à lire des témoignages de la Première Guerre, mais des témoignages des gens qui ont vraiment vécu la guerre. Donc on privilégie les lettres des poilus, ou pas seulement des poilus, les lettres des soldats, sachant que le choix se fait entre soldats français et soldats allemands. On a la chance d'avoir énormément de lettres de cette guerre-là. Et si on a des extraits de romans, ce sont des romans d'écrivains qui ont aussi fait la guerre. Donc, ils ont la même valeur de vécu. Autre chose, moi, je fais ce travail avec mes élèves suite à un travail qui a été fait en histoire. Ça veut dire qu'en abordant ces textes, ils connaissent l'essentiel. Ils connaissent les dates, les événements, ils connaissent le plus important. Le but pour nous, c'est de voir les choses de l'intérieur, ne pas retracer tellement les événements, mais le vécu et la sincérité des gens qui écrivent. Donc pour faire le lien avec ce que les autres élèves ont fait, on a fait un choix d'extraits de lettres qui décrivent la vie dans les tranchées. Et justement la souffrance des soldats qui ont dû passer des mois, voire des années dans ces tas de boue ou dans le froid. Donc, en effet, les conditions climatiques n'étaient pas ce qu'elles sont actuellement. Ouais. Clara, il y a deux premiers extraits. Qu'est-ce qu'on sait de ces extraits? Ces deux extraits-là proviennent des lettres d'Étienne Tanti, qui avait 24 ans à l'époque. Ils étaient déjà sous les drapeaux lorsque la guerre a éclaté. Les extraits décrivent la vie dans les tranchées et la première année de la guerre au mois de novembre, comme le mois où nous sommes aujourd'hui, sauf que seulement là, à l'époque, il faisait plus froid. C'est sûr qu'il faisait pas 10 degrés. Ouais. Alors, Eddy, cet extrait. 2 novembre 1914. Je ne sais pas l'heure, je ne sais plus l'heure. Je n'ai plus la notion du temps autrement que par le soleil et l'obscurité. Il fait grand jour et beau jour. Le ciel d'automne est lumineux. S'il n'est plus bleu. Je l'aperçois par-dessus le remblai de terre et de cailloux de la tranchée, et mon sac me sert de fauteuil. Mes genoux touchent la paroi pierreuse, il y a juste de la place de s'asseoir et la tête arrive au niveau du sol. Près de moi, j'ai mon fusil, dont le quillon se transforme en porte-manteau pour accrocher la musette et le bidon. À ma gauche, le dos énorme d'un camarade qui fume en silence me cache l'extrémité de la tranchée. À droite, un autre, couché à moitié, roupi dans son couvre-pied, le bruit affaibli des conversations, le cri d'un corbeau, le son d'un obus qui file par instant vers les lignes françaises trouble le silence.
Nous sommes sales comme des cochons, c'est-à-dire blancs comme des meuniers, car cette terre est comme de la farine. Tout est blanc, la peau, le visage, les ongles, les cartouchières, les souliers. Ça, c'était le 20 novembre 1914. Non, le 2 novembre 1914. Johan, un autre extrait. 20 novembre 1914. Voilà le réveil, il gèle dehors. Ressortir des rêves et de la nuit, devant ce joli temps de gel, et à me retrouver ici, je sens revenir le cafard. C'est si triste, et rien que d'entendre les conversations de mes voisins, ça me met hors de moi. Je viens de déjeuner, mais ce n'est qu'une demi-boule de pain, même avec tout le chocolat pour une journée. J'en ai déjà mangé la moitié et j'ai encore plus faim. Rien que le matin, il me faudrait la boule entière. Le froid aiguise terriblement l'appétit et ne pouvant pas la satisfaire, on est quitte pour se recoucher. Dormir, c'est tout le bonheur ici, car c'est l'oubli. Dormir, on ne pense pas manger pendant qu'on dort et l'on fait mieux, moi du moins. On dîne en dormant, en rêvant, c'est extraordinaire comme je rêve boulangerie, table et aliments de toute nature. Dormir, le temps passe, les obus aussi, oublier un instant leur sifflement de fer à travers le ciel, ne plus les entendre venir et éclater, n'est-ce pas comme s'ils n'existaient plus? Dormir, enfin c'est échapper à tout ce qui nous entoure, c'est l'évanouissement du cauchemar, plus de tranchées, plus de gourbies, plus de ruines, plus de fusils, de cartouches, de sacs, de pelles, de pioches. Dormir, renouer la vie passée à la faveur des rêves, il est 9h30. Eddy. L'extrait suivant provient d'une lettre de Jules Grosjean, soldat français, né dans les Vosges et mort à la fin de 1915, peu après avoir écrit cette lettre. Octobre 1915. Je croyais n'avoir jamais été aussi sale. Ce n'est pas ici une boule liquide, comme dans l'Argonne. C'est une boule de glaise épaisse et collante dont il est presque impossible de se débarrasser. Les hommes se brossent avec des étriers par ces temps de pluie. Les terres des tranchées, bouleversées par les obus, s'écroulent un peu partout, émettant au jour des cadavres dont rien, hélas, si ce n'est l'odeur, n'indiquait la présence partout des ossements et des crânes. Pardonnez-moi de vous donner ces détails macabres, ils sont encore loin de la réalité. Et pour terminer ces extraits, c'est Johan qui va nous en parler. Enfin, ce quatrième texte n'est pas un extrait d'une lettre, mais du roman autobiographique d'Éric Maria Remarque, À l'Ouest, rien de nouveau. Jeune soldat, l'auteur s'est inspiré de son propre vécu et raconte ce qu'il a lui-même vu et enduré pendant cette guerre de côté allemand. Les rats sont ici particulièrement répugnants, du fait de leur grosseur. C'est l'espèce qu'on appelle rats de cadavre. Ils ont des têtes abominables, méchantes et pelées, et on peut se trouver mal rien qu'à voir leur queue longue et nue. Ils paraissent très affamés. Ils ont mordu au pain de presque tout le monde. Crop tient le sien enveloppé dans sa toile de tente, sous sa tête, mais il ne peut pas dormir, parce qu'il lui court sur le visage pour arriver au pain. Déterring a voulu être malin. Il a fixé au plafond un mince fil de fer et il y a suspendu sa musette avec son pain. Lorsque, pendant la nuit, il presse le bouton électrique de sa lampe de torche, il aperçoit le fil en train d'osciller, un rat bien gras et à cheval sur son pain. Dans le secteur voisin, les rats ont assailli 2 gros chats et un chien qu'ils ont tués et mangés. Les rats ont tué un chat et un chien. C'est quand même fou. Quand on lit ces textes, même on a du mal à y croire, quoi. Et encore qu'ils disent que c'est encore au-delà de la réalité. Comment vous les avez vécus ces textes-là? Parce que c'est vrai que c'est quand même, quand on en parle comme ça, quand on prend 2 minutes pour y penser, on se dit que c'est pas possible, quoi. Le texte du rat, c'est vraiment... on a du mal un peu à y croire parce que c'est vraiment horrible. Et on pense pas que c'est comme ça. En fait, on pense à plusieurs choses, mais on pense pas non plus aux petits détails comme ça. La faim, dormir, des choses essentielles, quoi. Manger. Et voilà. Ouais. Et pourtant, ces soldats français ou allemands, c'était des hommes, d'un côté comme de l'autre. Exactement, donc nous aimerions conclure cette lecture avec 2 textes, un allemand, un français, qui sont touchants et curieux parce que cette fois-ci, les soldats, même malgré la faim, les maladies, toutes les souffrances qu'on a pu voir dans les premiers extraits, nous parlent d'autre chose. Ils prennent conscience assez tôt que les ennemis en face ne sont pas seulement des ennemis, ne sont pas des ennemis, mais ce sont des hommes. Et ces hommes vivent les mêmes souffrances.
Et c'est incroyable de voir que lorsqu'on risque sa vie à chaque instant pour être tué, on éprouve quand même de la compassion et une sorte de fraternité vis-à-vis des personnes qui se trouvent en face. Et là, c'est deux textes qui témoignent cette ambiance, cette solidarité. Et ce sont deux textes qui me paraissent très importants. Finalement, il y en a plein de textes comme ça. On a dû se limiter à deux. Parce que justement on se dit plus jamais ça, la der, la dernière, ça ne va plus jamais arriver. Et finalement c'est arrivé 2 décennies plus tard et ça arrive maintenant. Et on ne comprend pas. Donc s'il y a des gens qui ont des oreilles et qui peuvent entendre ce message de fraternité, de solidarité et se dire tout simplement la guerre c'est la plus absurde des choses qui puissent exister. Gabin, on va commencer avec un extrait du côté allemand. Le premier extrait est de l'écrivain allemand Erich Maria Remarque. Le narrateur a poignardé un soldat français qui s'était caché dans le même trou d'obus lors d'un bombardement. Rongé par les remords, il lui adresse ces paroles. « Camarade, je ne voulais pas te tuer. Si encore une fois tu sautais dans ce trou, je ne le ferai plus, à condition que toi aussi tu sois raisonnable. Mais d'abord, tu n'as été pour moi qu'une idée, une combinaison née dans mon cerveau et qui a suscité une résolution. C'est cette combinaison que j'ai poignardée. À présent, je m'aperçois pour la première fois que tu es un homme comme moi. J'ai pensé à tes grenades, à ta baïonnette et à tes armes. Maintenant, c'est ta femme que je vois, ainsi que ton visage, et ce qu'il y a en nous de commun. Pardonne-moi, camarade, nous voyons les choses toujours trop tard. Pourquoi ne nous dit-on pas sans cesse que vous êtes vous aussi de pauvres chiens comme nous, que vos mères se tourmentent comme les nôtres, et que nous avons tous la même peur de la mort, la même façon de mourir et les mêmes souffrances. Pardonne-moi, camarade, comment as-tu pu être mon ennemi? Si nous jetions ces armes et cet uniforme, tu pourrais être mon frère. C'est puissant. Oui. Eddie? Alors, Martin Valagou, soldat français, répond dans cette lettre à son fils Maurice, qui lui avait demandé de lui rapporter du front des balles ennemies et un casque de Prussien. Voici pour Maurice. J'avais exaucé les vœux à Maurice dans la mesure du possible. D'abord, pour les lignes de combat, je vais tracer un plan au dos de cette feuille que tu pourras suivre et expliquer à maman. À moins que maman comprenne mieux que Maurice. Pour les balles allemandes, je pourrai le faire. J'en apporterai quand je reviendrai. Pour le casque de Prussien, cela n'est pas sûr. Ce n'est pas maintenant le moment d'aller les décoiffer. Il fait trop froid, il pourrait attraper la grippe. Et puis mon pauvre Maurice, il faut réfléchir que les Prussiens sont comme nous. Vois-tu qu'un garçon prussien écrive à son père la même chose que toi et qu'il lui demande un képi de français? Et si ce papa prussien rapportait un képi de français à son petit garçon et que ce képi fût celui de ton papa, qu'est-ce que tu en penses? Tu conserveras ma lettre et tu liras plus tard quand tu seras plus grand. Tu comprendras mieux. Et vous, à la lecture de ces textes, vous avez compris quoi? Vous en retenez quoi? Bah, du côté soldat français, c'est quand même beau de sa part, qui pense quand même aux autres, aux soldats allemands, et que bah, ça reste toujours une personne comme lui, il n'est pas différent, c'est juste qu'il est sous un autre uniforme, si on peut dire ça comme ça. Et qu'il a des ordres à respecter. Comment vous les avez trouvés ces textes? Comment vous les avez sélectionnés? Alors, il y a ça doit être plusieurs. Compliqué, j'imagine. C'est compliqué de s'arrêter. Finalement, c'est un petit peu la suite d'un travail que des élèves avant vous avaient fait pour le centenaire de l'armistice. Et on avait lu énormément de lettres de Poilu. Donc il y a un recueil de lettres de Poilu, il y en a plusieurs. Et à chaque fois, ça fait des années que je lis ces textes, et à chaque fois je suis tout aussi touchée et émue, tellement c'est vrai et profond. Donc une partie des textes nous avons étudié en classe, pas spécialement ce que nous avons ici. La difficulté, c'est dans toute cette sincérité et profondeur de s'arrêter, de trouver les quelques-uns, et on se sent toujours mal à l'aise de ne pas en proposer d'autres. Mais les recueils existent. On a énormément de témoignages parce qu'à la Première Guerre, tous les soldats écrivaient. Ils avaient le temps dans les tranchées, ils avaient besoin de soutien des familles. Et en plus, l'école Jules Ferry étant passée avant, l'école était obligatoire, tout le monde savait écrire, ce qui n'est pas le cas avant, dans les guerres précédentes. Donc c'est certainement la guerre
de laquelle on a le plus de lettres. Peut-être pas le plus d'écrits. La Deuxième Guerre a suscité énormément d'écrits. La première, c'est celle qui a le plus de lettres, et de lettres des gens, des agriculteurs, des paysans. Là, notamment, il y a des lettres de Vosgiens. On étudie en ce moment en classe une lettre qui parle de Verdun. Et c'est un soldat de la 21e PCP, donc on connaît les rues. Et quand on passe dans les rues, on ne pense pas que, ben oui, c'est le bataillon de chasseurs à pied, ça existait, c'était ici. Et voir les lettres de ces gens qui ont vécu peut-être, qui sont passés peut-être par les mêmes rues, donc je trouve ça très très touchant. Bon, je me suis éloignée de la question, il y a tellement de choses à dire. Et vous, en tant qu'élève, vous connaissiez, avant de travailler vraiment précisément cette Première Guerre mondiale, vous en aviez quelle image Pour moi, c'était une guerre quand même pas mal violente, à cause des nouvelles armes qui étaient conçues pour la Première Guerre mondiale. Mais il y a certains trucs qui sont dans les textes que je savais pas du tout. Comme par exemple la boue, je savais pas que les soldats pouvaient mourir dans la boue en étant coincés, que les rats étaient aussi horribles, aussi violents. Et puis en lisant les lettres des Français, ils donnent de l'émotion. Et l'émotion des soldats français qui nous redonnent en le lisant. Puis voilà. En fait, on se met vraiment dans le contexte quand on lit le texte, on se met vraiment à la place des soldats et ça fait ressentir une émotion exceptionnelle parce que on voit ce qu'ils ont subi et tout ce qu'ils ont pu voir pendant la guerre et tout. Et pour autant, aujourd'hui, on parle d'une guerre sur le sol européen. Comme quoi, l'histoire ne suffit pas toujours à calmer les ardeurs. Merci d'être venu témoigner et d'avoir lu ces textes, bien lus. Merci, vous leur avez fait honneur en tout cas. Merci Vincent. Merci à vous. Merci.